Madame Bernadette Tolwalou Aina, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un auteur prolifique, vous êtes à votre troisième livre, vous avez fait un premier essai, un roman, et cette fois-ci c'est un livre qui parle du président de la République. Le titre c'est Joseph Kabila, un Paris fou, paru dans les éditions Cœur d'Afrique en 2010. Grosso modo, quel est l'état des lieux aujourd'hui en RDC? En RDC, nous avons notre grande réussite, c'est le fonctionnement de nos institutions démocratiques. Parce que il était important, et Joseph Kabila l'a bien compris, de faire cesser le règne des hommes forts, qui est, euh, qui est une habitude très bantoue de rechercher à chaque fois un homme fort qui met en place la paix de l'homme fort. Et il fallait que ça cesse parce que dès que cet homme fort devenait faible, alors c'était la guerre, c'était le changement par la guerre. Et Joseph Kabila a choisi les institutions démocratiques et il a choisi de mener le pays aux élections. Et nous avons maintenant des institutions. Le grand défi, c'était d'abord le fonctionnement de nos institutions, un parlement, un président élu, un parlement élu, un sénat élu au deuxième degré, un gouvernement issu d'une majorité parlementaire qui constitue l'exécutif. Et en ce qui concerne la mise en place des institutions, nous avons gagné. L'autre souci, c'est le fonctionnement optimum de nos institutions. Alors nous avons constaté dans le cadre du fonctionnement de nos institutions que nous avons un certain nombre de failles en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne aussi la bipolarisation de l'ordre politique entre majorité présidentielle et entre opposition, ce qui faisait que souvent la majorité politique s'auto-protégeait et peut-être parfois au détriment de la bonne gouvernance. Mais c'est aussi inhérent au fait que nous avons un gouvernement de coalition. Alors lorsque vous avez un gouvernement de coalition, en imaginant qu'un membre de cette coalition pose un acte de mauvaise gouvernance, si vous ne soutenez pas le membre de cette coalition, vous risquez de voir votre coalition éclater. Alors la leçon à en tirer, c'est que pour les prochaines élections, Joseph Kabila a besoin d'une majorité claire, d'une majorité nette, en dehors même d'une coalition. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a qu'un parti qui doit amener le chef de l'État aux élections, parce qu'il y a 65 millions d'habitants. Et s'il y a au moins 30 millions d'électeurs, s'il n'y a pas 30 millions d'habitants qui sont dans les partis politiques, les gens qui sont dans les partis politiques constituent moins de 10% de la population. Donc nous avons besoin de trouver une dynamique qui va permettre d'avoir une majorité claire, solide, qui va permettre de réaliser clairement nos projets. Ça c'est un premier son de cloche. Merci déjà l'amitié que vous nous faites de faire en sorte que Paris soit le lieu où vous décidez de faire l'une des premières conférences de presse concernant vos écritures. Le choix de Paris s'est-il imposé pour faire le lancement de ce livre? Bon, vous devez savoir que Paris, c'est chez moi, hein. Moi, je suis arrivé en France en 61, j'avais 6 mois. Mon père était étudiant ici. À la fin de ses études, j'avais 4 ans. Mes parents ont dû rentrer au Congo. À l'époque, ils nous ont laissé, ma soeur et moi, à l'Institut de la Miséricorde à Rouen. Nous avons grandi au milieu des enfants de l'assistance sociale. À l'âge de 15 ans, nous avons changé d'école. Nous avons fait l'Institut France-Afrique, une école internationale. J'ai passé mon bac à Lille et fait mon université à Villeneuve-d'Ascq. Et je suis rentré dans mon pays, j'ai choisi de rester dans mon pays en 1984. Donc la France, pour moi, c'est chez moi, Donc vous aurez très bien pu le faire aussi c'est chez au moi tout Congo, quoi. simplement. Le lancement de mon livre, j'aurais pu le faire au Congo, mais il s'est trouvé que je devais aller en mission aux États-Unis. Je reviens d'une mission aux États-Unis où je suis parti suivre les dossiers d'une société vautour qui veut faire main basse sur tous les avoirs de la SNEL. Dans mon périple, je me suis arrêté à Paris. Bah, justement, une parenthèse, quand vous parlez de société vautour, il y a le fonds de garantie qui a été mis en place par la BAD, justement, pour contrer ces fonds vautours. Est-ce que vous avez fait appel à eux pour leur expertise?
Bon, il est vrai que on a fait appel à la Banque africaine de développement, mais vous savez que les sociétés vautours sont des sociétés financières. C'est-à-dire tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc les banques africaines de développement, la Banque mondiale, les PPTE, etc., ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'argent. Alors ils rachètent les créances à bas prix et les intérêts, les taux d'intérêt montent, et puis ils font des actions judiciaires au niveau des différentes juridictions dans différents pays qui condamnent nos entreprises à les payer et qui saisissent les biens de nos entreprises. Alors, ce que la Banque mondiale n'a pas pu faire, je ne sais pas si la Banque africaine de développement pourra le faire. Mais il existe deux types de sociétés en Europe et c'est assez hypocrite. Il y a d'un autre côté les sociétés financières comme la Banque, les institutions financières comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, qui gèrent les dettes des pays endettés. Et de l'autre côté, il y a les sociétés financières des pays étrangers qui se font de l'argent sur le dos des pays. Alors quand d'un côté, vous annulez des dettes et de l'autre côté, ces sociétés financières remettent la main sur l'argent du pays par le biais des jugements de leur juridiction. Alors comme on dit dans mon village, l'argent reste dans les mains du blanc. Je voudrais qu'on revienne à votre dernière publication, Joseph Kabila, un pari fou. On a parfois l'impression de ne pas bien connaître le personnage de Joseph Kabila. Alors je vous pose la question, vous qui l'approchez, et vous qui êtes dans l'Union pour la majorité présidentielle si on peut le dire, qui est Joseph Kabila? Qu'est-ce qu'il faut connaître du personnage et qu'est-ce qu'il faut surtout retenir de lui comme chef d'État? Bon, en fait, il faut dire que Joseph Kabila succède à 32 ans de régime de Mobutu. Il succède à son père, Mosè Laurent Désiré Kabila. Et ces deux personnages étaient des personnages haut en forme et trop en couleur, terriblement expansifs. Et vous avez Joseph Kabila qui est quelqu'un de très réservé et qui prêche plus par les actes que par la parole. Donc les gens n'ont pas l'habitude. Ce qui est bon en ce qui concerne de Joseph Kabila, c'est de le juger sur ses actes. Il a dit qu'il emmenait le pays aux élections. Il a emmené le pays aux élections. Et il a dit qu'il allait faire fonctionner ses institutions démocratiques. Ces institutions démocratiques fonctionnent. Il a dit qu'il allait rechercher la paix à tout prix. Il a recherché la paix à tout prix dans le 1+4, mais il a obtenu aussi la paix avec nos voisins en réglant la situation de l'Est. Oui, vous allez me dire, tout n'est pas réglé. Si nous sommes en paix avec les pays voisins, il y a toujours ces poches de résistance des FDLR, ex-FAR, Interamwe, ces effets collatéraux du conflit rwando-rwandais sur notre territoire. Alors, on s'attend à ce que ce soit l'armée congolaise qui mette fin à l'existence de ces FDLR. Mais vous savez que ce genre de guérilla en forêt, en savane, sont très difficiles à gagner par une armée régulière. Hein, l'armée rwandaise s'y est essayée en faisant la chasse ou le droit de poursuite aux extrémistes hutus sur le territoire congolais par le biais de multiples formes, notamment par la rébellion du RCD. Ils n'ont pas réussi. L'armée congolaise, la MONUC, ont essayé. Il y a eu des opérations conjointes rwando-congolaises pour mettre fin à cette présence. Ces opérations ont réussi à les repousser à l'intérieur du territoire pour ne pas menacer la frontière rwandaise, mais elles n'ont pas réussi à les éradiquer. Et nous savons tous que la seule solution, c'est de promouvoir une réconciliation rwando-rwandaise. Et à qui appartient cette tâche? Cette tâche incombe à la communauté internationale. Est-ce que vous voyez justement dans ce cadre-là la communauté internationale se mouvoir pour que la réconciliation ait lieu au Rwanda? Bon, la communauté internationale, je crois qu'elle reste toujours dans le cadre de l'hypocrisie. Hein. Elle a été totalement, et nous l'avons tous été, traumatisée par l'horrible génocide qui s'est passé au Rwanda, par le fait qu'elle n'a pas su gérer une telle horreur. Cette communauté internationale a ensuite demandé aux Zaïre de Mobutu d'ouvrir ses frontières aux réfugiés rwandais et par le biais du Haut Commissariat aux réfugiés, les Nations Unies ont laissé entrer en RDC et les Hutus génocidaires, ex-FAR, Interamwe, avec armes et bagages.
Donc il se trouve que c'est cette communauté internationale qui est responsable de la présence de ces forces négatives qui violent les femmes, les filles et les bébés en RDC. Alors il serait bon qu'elle cesse son hypocrisie de se demander comment ça s'est passé, pourquoi, comment. Elle le sait, elle sait tout ce qui s'est passé. Il faut qu'elle prenne son courage à deux mains en disant maintenant nous devons résoudre la situation qui est posée à la RDC. Parce qu'on regarde le Rwanda et tout le monde s'en fout de la RDC. Mais c'est la RDC qui subit les effets collatéraux de l'énorme génocide qui s'est passé au Rwanda. Donc il faut qu'il puisse promouvoir la réconciliation rwando-rwandaise. Hein, les Blancs et les Noirs d'Afrique du Sud vivent ensemble malgré le souvenir des massacres de Sharpeville, de Soweto. Pourquoi les Rwandais ne vivraient-ils pas ensemble? Je n'ose pas croire que toute une population Hutu soit génocidaire. Hein, au moment de l'Allemagne nazie, il y a eu les Allemands nazis et il y a eu la majorité des Allemands qui n'étaient pas nazis. Alors quelque part, il faut que les Rwandais se réconcilient entre eux et que le Congo soit débarrassé de la présence de ces FDLR. Quand on est à Kinshasa aujourd'hui, on voit une jeunesse très entreprenante, une jeunesse qui est résolument tournée vers l'avenir. Est-ce que l'on peut mettre ça dans l'actif du président actuel? Bon, l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise, c'est dans son sang. Hein. L'entrepreneuriat de la jeunesse bantoue, c'est dans son sang. Nous, les Congolais, nous sommes entreprenants. Nous, les Congolais, nous sommes optimistes. Nous, les Congolais, nous sommes hospitaliers. Hein, nous, les Congolais, nous sommes créatifs. C'est dans nos cultures. Nous avons 400 tribus, nous avons une multitude de cultures et je crois que nous avons démontré de tout temps nos capacités dans le domaine. Mais il est vrai aussi qu'après les guerres que nous avons subies, le fait que le président Joseph Kabila a instauré la paix, a pris le pari de la paix, que ce soit en acceptant le 1+4, c'est-à-dire un président et 4 vice-présidents pour mettre fin aux rébellions, que ce soit en amenant le pays aux élections, a redonné une nouvelle dynamique à la population. Et puis la population voit ce qu'elle n'avait pas vu depuis 40 ans. Elle voit des routes qui sont en train de se construire, qui provoquent d'énormes embouteillages, mais qui sont en train de se construire. Elle voit des routes qui sont terminées. Elle voit des hôpitaux qui sont en réhabilitation ou qui sont en construction. Donc la jeunesse congolaise a repris l'espoir, mais le grand problème de la jeunesse congolaise, c'est l'emploi. Donc en matière d'emploi, il se pose un véritable problème parce que le taux de chômage est élevé. Donc l'accélération des chantiers peut être créateur d'emplois, mais il faut aussi trouver quelques propositions originales, telles que l'accès aux jeunes au microcrédit pour créer leurs propres emplois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la RDC est résolument tournée dans le chantier de la reconstruction? Oui, mais ce qu'on peut dire surtout, et c'est important, c'est que le Congolais a retrouvé sa fierté. Et s'il n'a pas retrouvé, il faut qu'il regarde de son pays et qu'il retrouve la fierté d'être Congolais. Le Congolais a retrouvé la dignité d'être Congolais. Et c'est pour ça que l'on qu'on peut parler maintenant de la RDC, parce que nous avons des institutions démocratiques. Souvent, je me suis demandé, il y a eu 4 millions de morts au titre des dégâts collatéraux du génocide rwando-rwandais au Rwanda. Il y a eu 4 millions de morts au Congo et tout le monde s'en fout. Pourquoi? C'est parce que nous étions considérés comme un non-État, comme un pays de dictature où on ne tenait pas compte de la population. Alors pourquoi la communauté internationale aurait tenu compte de notre population? Mais maintenant que nous avons des institutions, nous pouvons donner notre opinion à la face du monde et lui dire il faut la réconciliation rwando-rwandaise pour faire cesser les viols sur le territoire de la RDC, viols qui camouflent l'exploitation de nos ressources minières. Parce que pourquoi on viole les populations? On viole les femmes pour débarrasser ces terrains de la main-d'œuvre agricole. Ce sont les femmes qui cultivent. Et quand tout le monde fuit, eh ben on exploite le coltan qui permet de récolter des armes, qui permet ensuite d'aller s'acheter des armes. Et ce coltan, c'est quoi? C'est le minerai qui permet de faire les téléphones portables. Donc lorsque vous pianotez sur un téléphone portable, c'est le sexe des femmes congolaises violées sur lequel vous pianotez. Il ne faut pas culpabiliser, moi aussi j'utilise mon portable. Mais c'est bon de le savoir. Pourquoi on viole les femmes congolaises? On les viole pour le coltan. Bernadette Tokwalo Aina, je vous remercie. Merci beaucoup.